D'une certaine manière, moi aussi, je viens vous parler de flammes, mais pas olympiques. J'ai envie aujourd'hui qu'on se parle de décarbonation et qu'on regarde la réalité en face. Chez Schneider Electric, je cherche la télécommande, excusez-moi. Chez Schneider Electric, on parle d'efficacité énergétique depuis plus de 20 ans, tout simplement parce que c'est une des valeurs portées par nos offres. Mais on a vraiment pris un virage stratégique vers la décarbonation à l'issue de la COP21 à Paris. Et j'aimerais vous montrer aujourd'hui qu'on est à un point d'inflexion. D'un côté, l'accès à l'énergie est un challenge partout dans le monde, à minima pour des raisons économiques, mais il ne faut pas perdre de vue qu'on va devoir, d'ici 2050, donner accès à l'énergie à 3 milliards de personnes supplémentaires. 2 milliards de nouveaux terriens et 1 milliard de personnes qui, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, n'ont toujours pas accès à l'énergie. De l'autre côté, nous sommes tous témoins impuissants, chaque jour, de phénomènes météorologiques extrêmes, des tempêtes, des inondations, des feux de forêt. Et j'ai envie de paraphraser le président Chirac, qui avait dit en 2002 « Notre maison brûle ». Et il avait ajouté « Nous regardons ailleurs ». Slide suivant. Si je reviens sur l'énergie, la crise de l'énergie, il est indéniable que quand on regarde l'histoire de l'énergie, elle a connu un certain nombre de crises sporadiques avec des envolées des prix. Et le meilleur exemple est probablement le pétrole, qui depuis 1973 a connu une douzaine de crises, avec des prix qui s'envolent pour des raisons géopolitiques, pour des raisons de demande et d'offre. Cette courbe, elle parle du gaz naturel pour le marché européen. Et vous voyez que la flambée des prix, ou plus exactement la volatilité des prix du gaz naturel en Europe, est extrêmement spectaculaire au cours des 3 dernières décennies. Et particulièrement au cours, évidemment, de la dernière décennie et de la crise que nous connaissons en Europe. Ces fluctuations, elles connaissent aujourd'hui un sommet, et cela impacte les consommateurs, mais ne perdez pas de vue que ça impacte également les États. Les États européens ont dépensé environ 900 milliards d'euros au cours des dernières années pour supporter les consommateurs et passer au travers de ce pic de crise. Si on va sur le slide suivant, dans le même temps, la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère a augmenté de manière exponentielle au cours du dernier siècle, en fait, de la dernière centaine d'années. Évidemment, nous sommes au plus haut niveau qu'ait connu l'humanité. Et nous savons que si nous n'agissons pas, et mon point aujourd'hui est de dire, et même si nous n'agissons pas assez vite, la température terrestre va continuer d'augmenter, et les scientifiques, et je ne suis pas climatologue, les scientifiques expliquent que les conditions de vie sur Terre vont être lourdement impactées. On a parlé des phénomènes météorologiques extrêmes. Si la température augmente dans ce genre de proportion, les scientifiques disent que leur fréquence sera multipliée par 40. J'ai évoqué la COP21 à Paris en 2015. Vous vous souvenez sans doute que c'est là qu'a été définie cette fameuse trajectoire de réchauffement climatique à plus 1,5 degré, qui suppose d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Et c'est ça dont je suis venu vous parler, la neutralité carbone. Aujourd'hui, les engagements actuels, et j'aime toujours rappeler que les engagements ne sont que des engagements. Les engagements actuels partout dans le monde nous placent non pas sur une trajectoire à plus 1,5, mais sur une trajectoire à plus 2,5 pour les plus optimistes, jusqu'à plus 3,5 pour les plus pessimistes. Alors pour être franc, souvent les gens me disent c'est 1 ou 2 degrés de plus. C'est vrai. Mais sachez par exemple qu'une trajectoire de réchauffement à plus 2,5 degrés, d'ici la fin du siècle, ce serait une montée des océans de 1 mètre, ça déplacerait 1 milliard d'êtres humains, et ce serait également l'extinction d'1 tiers de la biodiversité. Donc ne vous laissez pas, j'ai envie de dire, confused en anglais, vous voyez, ne vous laissez pas tromper par le 1 degré, le 2 degrés. Non, ce 1,5 degré est une limite extrêmement importante. Et je vous l'ai dit, je ne suis pas climatologue, donc je vais vous épargner les phénomènes de bascule climatique que déclencherait cette limite,
avec notamment des phénomènes longs irréversibles, fonte du Groenland, fonte de l'Antarctique, etc., etc. Des choses qui ont commencé, mais là, elles deviendraient irréversibles. Donc, l'objectif de neutralité carbone en 2050 reste extrêmement important. J'ai quand même une bonne nouvelle, hein. Les experts disent c'est encore faisable. Mais par contre, il faut accélérer. Et la forme qu'on va donner à cette courbe dépend de ce qu'on va faire dans les 5 ans qui viennent, dans les 10 ans qui viennent, pas de ce qu'on va faire d'ici 2100. C'est ça le problème. Donc, si on veut regarder la réalité en face, depuis la COP 21, on est engagé dans une course dont la ligne d'arrivée s'éloigne au fur et à mesure qu'on avance. C'est pour ça qu'il faut agir vite pour infléchir cette courbe. Excusez-moi. Donc ce qu'il faut, c'est diviser par 2 les émissions de dioxyde de carbone d'ici 2030. Il faut aller 3 fois plus vite qu'aujourd'hui. 3 fois plus vite qu'aujourd'hui. Donc, mon premier message aujourd'hui pour la communauté Tech On Fest, c'est le sens de l'urgence. Le sens de l'urgence. Et j'en parle avec d'autant plus de conviction à Tech On Fest que je suis convaincu qu'on peut concilier le progrès technologique et le développement durable. C'est absolument pas incompatible. Et quand on parle de sens de l'urgence, on va faire un time check. On est en 2025. Le premier article sur le sujet date de 1987. La plupart des gens que je regarde n'étaient pas nés. Claude Lorius, un scientifique français, un glaciologue français, avait écrit dans la revue Nature, j'ouvre les guillemets, « Les activités humaines sont en train de modifier le climat sur Terre ». 1987. Il aura fallu attendre 10 ans pour signer le protocole de Kyoto, 1997. Bon, tout ça, c'est parfait, mais c'était il y a 28 ans. Donc, sens de l'urgence. Si on passe au slide suivant. Alors, certains peut-être se demandent quel rapport avec l'énergie. Alors, je vais vous expliquer. On peut avancer sur le slide. Nous savons tous que le réchauffement climatique est engendré par les émissions de gaz à effet de serre. Très bien. Si on avance d'un cran sur le slide, vous allez voir que 74% des émissions de gaz à effet de serre proviennent du dioxyde de carbone. Et si on avance encore d'un cran, 81% des émissions de dioxyde de carbone proviennent de la production et de la consommation d'énergie. Donc, il y a beaucoup d'ingénieurs dans la salle. Si on veut simplifier le problème, challenge climatique égale challenge énergétique. Est-ce que ça répond complètement au problème? Non, mais c'est un angle d'attaque extrêmement efficace. Alors une fois qu'on a simplifié le problème, du coup on peut zoomer. Et si on avance d'un cran sur le slide, vous allez vous apercevoir que sur la gauche, on parle de la génération d'énergie, la production d'énergie, et je parle bien d'énergie, pas d'électricité. 91% de l'énergie fabriquée dans le monde aujourd'hui, 91% pardon, des émissions de dioxyde de carbone liées à la production d'énergie sont liées au pétrole, au gaz naturel et au charbon. La production, c'est un sujet qui fait parler énormément de monde. Il ne faut jamais perdre de vue que la production ne fait que répondre à la demande. Vous avez sur la droite la demande. La demande, c'est 37% dans les bâtiments, dont 22% dans le résidentiel. Donc on a tous aussi un enjeu personnel sur le sujet. Après, vous avez l'industrie, les transports, tout ça, ça fait 93% des émissions de dioxyde de carbone. Si on avance, nous, chez Schneider Electric, nous sommes convaincus que, non pas la solution, mais la solution la plus rapide dont nous disposons déjà, c'est un monde plus électrique et plus digital. Plus numérique en français, pardon. Et cette convergence de l'électricité et du numérique, on l'a baptisée électricité 4.0, tout simplement en référence à la 4e révolution industrielle. Alors pourquoi? Plus électrique. L'électricité est la source d'énergie la plus efficace. 3 à 5 fois plus efficace que les autres. Mais surtout, l'électricité est la seule source d'énergie qui soit décarbonable dans le temps. Donc électrifier, et je sais que ça génère des débats, mais électrifier, c'est générer de l'efficacité immédiatement et c'est surtout, j'insiste beaucoup là-dessus, se mettre dans le sens de la marche pour la décarbonation à venir. Plus numérique, c'est plus simple. Nous, on aime dire que le numérique rend l'invisible visible. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des études qui prouvent que le simple fait chez vous
de rendre visible la consommation la fait baisser. Et puis évidemment, on peut aussi piloter sa consommation avec des systèmes beaucoup plus intelligents, des systèmes de contrôle. Alors évidemment, dès qu'on parle de numérique, certains me disent, oui, mais est-ce que le remède n'est pas pire que le mal? Ça dépend de quoi on parle. Si on parle du numérique pour la gestion de l'énergie, la réponse est clairement non, sans aucun doute. Un bâtiment comme celui-ci, le numérique, c'est 10% d'économie d'énergie. Si la question concerne le numérique pour les réseaux sociaux, les jeux vidéo, la télé en streaming, c'est une autre discussion. Je ne suis pas venu pour ça, puis je n'ai pas envie de passer pour un vieux con. Mais c'est une autre discussion. Alors, si on avance maintenant sur les slides, pour construire un monde plus électrique et plus numérique, 3 leviers. Là, je vous ai dit, on va simplifier le problème. 3 leviers. Le premier, décarboner la génération d'énergie. C'est 45% de la solution. C'est la chose que tout le monde regarde en premier. C'est évident, vous vous dites, il nous faut de l'énergie verte. Bon, effectivement, toutes les entreprises qui travaillent sur l'industrie carbone regardent ça en premier. C'est pas le plus simple, c'est pas le plus rapide, c'est pas le moins cher. Il y a un certain nombre d'enjeux selon les pays, de politique publique ou pas, mais il faut le faire. 45% de la solution. Alors maintenant, encore une fois, je vous ai dit, on va essayer de regarder la réalité en face ensemble. 80% de l'énergie fabriquée dans le monde, là, maintenant, à l'heure où on se parle, l'IEA dit 80% de l'énergie est fabriquée avec de l'énergie fossile, dont 30% de charbon. Alors, ne cherchez pas, c'est la Chine, la Russie, les États-Unis et l'Inde. Si on regarde l'électricité, quand même, parce que je vous parle d'électricité, 60% de l'électricité mondiale est toujours fabriquée avec du fossile. C'est beaucoup mieux qu'il y a 5 ans, mais ça fait toujours 60%. Donc le premier levier. Le deuxième levier, il est là. C'est, je vous l'ai déjà dit une fois, je vais le répéter, la production ne fait que suivre la demande. Donc c'est bien de vouloir traiter la production, mais il y a un sujet côté demande. Donc il faut électrifier les usages. 30% de la solution. Et je vais vous donner un exemple très simple. 22% du carbone mondial est généré par des processus industriels dans l'industrie lourde, des pompes, des compresseurs, des chaudières, des fours. Tout ça n'est pas électrifié. Et la majorité serait électrifiable avec les technologies existantes. Donc électrifier les usages. Et le troisième levier, si on avance d'un slide, c'est le numérique, l'optimisation de la consommation. C'est 25% de la solution. Je vous ai donné l'exemple des maisons, 8% d'économie d'énergie dans une maison en rendant visible la consommation, 30% d'économie d'énergie en automatisant la consommation. Ce levier d'efficacité, c'est sans aucun doute le plus simple, le plus rapide, le moins cher, et on peut commencer aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs ce que disait Bertrand Piccard à l'issue d'une COP qui avait lieu au Caire il y a 2 ans ou 3 ans. Donc, si on va sur le prochain slide, je vais répéter parce que c'est important. Adresser la production et la demande, décarboner la production, électrifier les usages, optimiser la consommation. J'ai oublié de vous dire une chose importante sur la consommation. 60% de l'électricité mondiale est considérée comme gaspillée ou même perdue. 60% de l'électricité mondiale est considérée comme gaspillée ou perdue. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah ouais, mais consommez moins ». Non, consommez mieux. Peut-être qu'un jour, on parlera de consommer moins, mais là, la première étape, c'est consommons mieux. Si on avance, électricité 4.0, c'est plus qu'une vision. Le paysage énergétique, il est déjà en train de se transformer. Et si on avance d'un slide, je vais vous montrer pourquoi, comment. La distribution électrique, ce n'est pas un sujet très compliqué, avec tout le respect que j'ai pour mes collègues d'EDF, d'Enedis, mais on brûle du fossile d'un côté, ou en tout cas on brûlait du fossile d'un côté, on le transporte, on fabrique de l'électricité, on la transporte sur des longues distances, le réseau il est linéaire, il est unidirectionnel, on atteint les consommateurs. Prochain slide, première chose qui se passe, c'est une amélioration de la fabrication avec plus de renouvelables, du bas carbone aussi, du nucléaire. Aujourd'hui, l'IEA dit 30% de l'électricité mondiale est fabriquée par du renouvelable moderne, ils appellent ça, c'est l'éolien, le solaire, du nucléaire et de l'hydraulique. Si on avance encore d'un slide, la vraie nouveauté dans toute cette transformation et dans tout le futur de l'énergie,
c'est que grâce aux technologies photovoltaïques, stockage, micro-réseau, les consommateurs sont en train de devenir des producteurs. C'est la grande nouveauté. Et c'est une nouveauté qui induit des complexités technologiques, notamment sur le réseau, puisque du coup, le réseau électrique devient bidirectionnel et a beaucoup plus de besoin de flexibilité, puisque les ressources énergétiques sont distribuées. Potentiellement, chaque maison devient une ferme solaire. Si on va sur le prochain slide, le numérique, je vous l'ai déjà expliqué, visibilité, amélioration. On peut avancer d'un slide. Alors, du coup, je suis venu vous dire qu'il fallait qu'on accélère. En même temps, je vous ai dit, c'est urgent, la transformation est en cours. Vous devez savoir que plus de 90 pays dans le monde ont un engagement neutralité carbone. Plus de 7000 entreprises dans le monde, petites, moyennes, grandes, ont un engagement neutralité carbone. Donc tout va bien? Non. En 2024, j'ai une stat pour vous, on me l'a donnée avant-hier. En 2024, 10% des entreprises du Fortune 500 ont atteint un de leurs 6 objectifs de développement durable. 10%. Et c'était 9 l'année d'avant. Donc on a un problème parce qu'il y a un disconnect entre la dynamique dont je viens de vous parler, la dynamique d'ambition, et les résultats qu'on obtient, et cette fameuse courbe de CO2 qu'on n'arrive pas à aplatir pour le moment. Si on va sur le slide suivant, il y a un point très important que je veux partager avec vous, c'est que la technologie pour le faire existe. Notre industrie vient d'un monde extrêmement électromécanique. Il va falloir qu'on aille vers plus d'électronique, vers plus de logiciels. Toutes les technologies dont on a besoin existent. Donc personne ne peut dire que la technologie est une excuse. En aucun cas. Aucune rupture n'est nécessaire. Tout est sur la table. J'en veux pour preuve, si on va sur le slide suivant, j'ai voulu vous parler de ça aujourd'hui parce qu'on est à Grenoble. Schneider Electric, on est dans notre écosystème très implanté. Si on avance d'un slide, pardon, on a un bâtiment sur la presqu'île qui s'appelle Intensity et qui vient d'être certifié LEED Platinum. C'est l'un des meilleurs bâtiments du monde en termes de performance énergétique et environnementale. Il a obtenu un score de 98 sur 110. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé beaucoup de bâtiments dans le monde qui dépassent 90. C'est un bâtiment qu'on a voulu net zéro. Donc il a une capacité embarquée dans le bâtiment de 990 MWh de panneaux solaires. On a 100 kWh de stockage. On a même de la géothermie entre l'Isère et le Drac. On a évidemment du micro-réseau. C'est un bâtiment net zéro. Et le point que je veux partager avec vous, c'est que c'est un bâtiment 26 000 m², 2000 personnes, qui consomme, c'est écrit, 41 kWh par mètre carré et par an, alors que la moyenne des bâtiments européens est de 330. Donc c'est possible. C'est possible. Je vous l'ai dit, les technologies existent. Si on va sur le dernier slide, évidemment, il y a des obstacles. En tout cas, il y a des gens qui me disent « oui, mais vous allez avoir des obstacles ». Alors on me donne la résilience. Résilience aux semi-conducteurs, industrie en crise de manière cyclique. Résilience aux minéraux, grosse tension liée à la transition énergétique. L'impact du numérique. Je vous ai dit, le sujet n'est pas vraiment important pour la gestion de l'énergie, oui, mais il y a l'intelligence artificielle qui est en train d'exploser. La déglobalisation, avec des problèmes géopolitiques, mais aussi des fragmentations beaucoup plus indirectes, des réglementations, des tarifs douaniers, c'est la saison. Et puis les talents, parce que comme vous l'imaginez, pour faire ce genre de transformation, il faut davantage de compétences, des nouvelles compétences, des compétences différentes, et on n'est pas les seuls à avoir ces besoins-là. Donc il y a une course au talent qui est lancée, et qui est extrêmement intéressante, parce qu'elle se termine par un enjeu d'attractivité. Il faut réconcilier le fait d'être une tech compagnie et un champion du développement durable. Et en 2025, ce n'est pas une question aussi évidente que ça. Et moi, j'ai envie de vous dire, résilience, numérique, talent, déglobalisation, justement, ce sont des obstacles ou ce sont des façons ou des bonnes raisons pour aller encore plus vite. Donc, que vous soyez dans cette salle optimiste ou pessimiste, moi je suis très optimiste, que vous soyez optimiste ou pessimiste, il y a un point qui vous rassemble. C'est qu'il faut agir maintenant. Nous savons quel est le problème, nous avons des solutions pour l'adresser. Et je n'ai pas dit que c'était les meilleures, j'ai dit qu'il y en avait, qu'on pouvait commencer maintenant. Et je voudrais juste terminer en vous répétant ce qu'avait dit le président Chirac. Notre maison brûle. Merci beaucoup.